Henri-Désiré Nzouzi, nous commençons directement nos échanges. Donald Trump a été réélu. Comment cela est arrivé avec tous les sondages qui donnaient un vert à Kamala Harris, son challenger? Et plus long encore, lors de son premier mandat, il n'avait pas le plein pouvoir. Est-ce que cette fois-ci, Donald Trump a le plein pouvoir entre ses mains? Henri-Désiré Nzouzi. Alors, vous savez, il y a tellement de choses à dire sur cette réélection, je ne dirais pas surprise, hein, parce que je pense qu'en analysant les choses de manière un peu froide, on peut effectivement déceler dans la campagne de Kamala Harris des erreurs à la fois techniques et psychologiques qui ont été commises. Mais commençons par le commencement. Vous l'avez rappelé, Donald Trump vient d'être réélu pour un deuxième mandat non consécutif, parce qu'effectivement, vous le savez, en 2020, il a été défait par Joe Biden. C'était donc la troisième et vraisemblablement dernière campagne électorale de Donald Trump. Et vous aurez noté au passage que les deux campagnes victorieuses, eh bien, se sont faites face à des femmes. En 2016, c'était Hillary Clinton et en 2024, c'était Kamala Harris, des femmes compétentes, des femmes fortes qui ont fait la démonstration de leur capacité à diriger le pays, mais qui, malheureusement, ont été battus. En 2016, Hillary Clinton avait obtenu les suffrages populaires et elle avait beaucoup plus de voix que Donald Trump, en dépit du fait que Donald Trump l'avait emporté. En 2024, c'est tout à fait autre chose à laquelle on a assisté, puisque Donald Trump l'a emporté aussi bien pour les suffrages populaires, mais également en décrochant tout simplement le grand chelem, en mettant dans son escarcelle tous les swing states. Maintenant, si vous voulez que l'on aborde la question de fond, je dirais que pour schématiser les choses, Kamala Harris s'est davantage adressée aux communautés et aux minorités durant sa campagne, tandis que Donald Trump s'est adressé aux Américains. Il a dit ce que voulait entendre une frange importante de l'électorat, toutes races confondues, tout sexe confondu, toute confession confondue, là où je pense Kamala Harris a plutôt mené une campagne beaucoup plus élitiste, fondée sur à la fois les valeurs, les questions sociétales, alors qu'une partie des Américains était en demande d'un discours volontaire pour précisément créer les conditions d'une nouvelle, je dirais, espérance, chose que Trump a pu faire profiter durant sa campagne en dépit des excès du personnage. Vous aurez également noté que les affaires judiciaires n'ont eu que très peu d'impact sur le résultat et vous aurez aussi constaté que certaines minorités ont apporté leur suffrage à Donald Trump, les latinos notamment, dans des proportions jusqu'ici inégalées, mais aussi les afro-américains, qui, pour certains, en avaient un peu marre du discours notamment culpabilisant tenu par Barack Obama, qui, à un moment donné de la campagne, a estimé que ceux qui ne voteraient pas pour Kamala seraient des traîtres. Ce ne sont pas des manières de faire, et je pense que le message a été reçu 5 sur 5 par les électeurs. Aujourd'hui, nous verrons comment les choses s'articuleront. Il est vrai que, contrairement à 2016, Donald Trump a un Sénat qui lui est acquis, puisque les républicains sont majoritaires. Au niveau de la Chambre des représentants, c'est beaucoup plus équilibré, mais il n'empêche qu'il aura véritablement les coups des franges pour mener à bien ces réformes. Ceci dit, il faut être très prudent, car vous le savez, dans 2 ans, nous aurons les élections de mi-mandat et traditionnellement, le président élu est généralement battu lors de l'élection qui suit son élection. Donc, il faudra être effectivement attentif à cela. Mais pour conclure, je vous dirais tout simplement que les Américains ont voté pour un renouveau, pour une Amérique qui se replie davantage sur elle-même et qui n'a plus les moyens de jouer aux gendarmes du monde. Henri-Désiré Nzouzi, en quoi la réélection de Donald Trump pourrait-elle affecter la diplomatie internationale vis-à-vis de l'Union européenne ou de l'OTAN? Vous savez, le premier mandat de Donald Trump entre 2016 et 2020 était plutôt tendu. Avec les Européens, de manière générale, il y a eu bien évidemment le fait que Trump ait reproché aux pays européens de ne pas suffisamment contribuer
pour la sécurité collective. On pense évidemment à l'OTAN, et l'Amérique se rend compte en fait que depuis 1949, il faut bien le rappeler, année de création de l'OTAN, c'est elle qui a mis la main à la poche, tandis que la plupart des pays européens, au-delà de l'élargissement qui s'est opéré année après année, étaient dans une sorte de rente sécuritaire, profitant du bouclier américain pour se prémunir contre les risques extérieurs. Cette époque est révolue et on voit la détermination de Donald Trump qui, tout au long de sa campagne, a martelé le fait qu'il était temps que les Américains pensent d'abord à eux et que par conséquent, ce qui est dépensé, pas en pure perte, mais qui, d'une certaine manière, contribue à la sécurisation collective du monde, pourrait être utilisé beaucoup plus judicieusement pour améliorer le quotidien des Américains. Et c'est cette frange de la population américaine vis-à-vis de laquelle Donald Trump s'est adressé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que vous avez à la tête des États-Unis un président qui est de culture entrepreneuriale, c'est-à-dire que avec lui, on est dans la transaction permanente, on est dans le marchandage, on est effectivement dans des discussions où le rapport de force est souvent déterminant, et par conséquent, si vous n'avez rien à mettre sur la table, eh bien, passez votre chemin. Et donc l'Amérique aujourd'hui, je parle de l'Amérique de Trump, jugera ses partenariats à l'aune de ses propres intérêts. Ça veut dire que si vous voulez que nous cheminions ensemble, il faut que vous soyez en capacité de m'apporter quelque chose d'autre que je n'ai pas. Et à ce petit jeu-là, il faut bien le dire, beaucoup de pays partent avec un certain handicap. Je ne vous parle même pas du continent africain qui aujourd'hui est dans l'expectative, dans l'interrogation, pour savoir comment est-ce que Trump conçoit les relations des États-Unis avec notamment le Sud global. Est-ce que, parlant de l'Afrique, peut-on compter d'une stabilisation, notamment dans les crises, par exemple dans la région du Grand Lac, suite à la réélection de Donald Trump? Vous savez, il y a une figure de style très commune que l'on entend souvent. On dit que traditionnellement les démocrates sont pro-rwandais et que les républicains avaient une forme de, disons, de neutralité de bonne loi. Mais c'est oublier une chose fondamentale, c'est que les États n'ont que des intérêts. Que vous ayez des démocrates ou des républicains, seul compte l'intérêt des États-Unis. Il est vrai, à certaines périodes de l'histoire, on a pu effectivement assister à des inflexions selon la nature ou la couleur politique du locataire de la Maison-Blanche, mais il est vrai qu'avec ce souci de recentrage à l'intérieur de Donald Trump, il y aura vraisemblablement beaucoup moins d'interventionnisme dans les affaires du monde. C'est beaucoup trop tôt, prématuré, de juger, de préempter ou de présumer sur ce que pourrait être l'attitude des États-Unis dans le traitement et la gestion du dossier de la crise qui secoue l'Est de notre pays. Les Américains n'ont que des intérêts, et encore une fois, si les États-Unis ont des priorités aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les deux priorités les plus importantes au niveau sécuritaire, c'est bien évidemment l'Ukraine et la situation au Proche-Orient, singulièrement Gaza et le Liban. Et au niveau commercial, bien évidemment, ça va être pour les 4 prochaines années une lutte au couteau entre, d'une part, les États-Unis et la Chine, bref, entre deux pays qui souhaitent précisément préserver une forme de leadership dans la marche du monde en ce qui concerne les affaires économiques. Mais pour le reste, il faudra véritablement être attentif aux équilibres tels qu'ils apparaîtront. N'oublions pas non plus l'activisme de certains blocs. On pense évidemment aux BRICS, même s'ils ne sont pas toujours d'accord sur l'analyse des situations, compte tenu du fait que en interne, les différents membres sont dans des rivalités extrêmement marquées. Vous avez d'une part la Chine et l'Inde, il y a une forme de leadership à leur niveau. Vous avez aussi l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont tous les deux
membres des BRICS. Et puis vous avez, selon évidemment la nature du problème, des approches qui sont sensiblement différentes. Les Sud-Africains qui ont été extrêmement à l'offensive par rapport au dossier de Gaza, mais qui n'ont pas forcément la même perception des choses s'agissant de ce qui se passe en Ukraine. Donc on verra, parce qu'en réalité, Trump ou pas Trump, nous avons de toute façon acté le fait que la géopolitique mondiale est fragmentée, fracturée, et que de nombreuses recompositions sont en gestation, puisque aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère du multi-alignement.